Comme c'est Hugo, c'est un étranger, on en parle beaucoup. Il y a un autre chef de l'État islamique que l'armée malienne a neutralisé le 21 janvier 2024, plus précisément à Inaraben, un certain Abdulwahab Ould-Chorib. Et ce monsieur-là, c'était quelqu'un d'extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'était la colonne vertébrale qui liait l'État islamique aux communautés locales. C'est lui qui soumissait les communautés, c'est lui qui récupérait la zakat, c'est lui qui faisait les accords entre les communautés et cette nébuleuse-là. Et depuis que les forces armées malienne, grâce à une opération terrestre, j'ai suivi la communication après que les femmes ont fait la décision, quand ils ont frappé ces messieurs-là, et dans ce village-là, ils ont coupé les cordons ombilicaux qui lient cette organisation criminelle à une bonne partie de nos communautés locales. Finalement, même les populations ont compris maintenant que les choses ont changé et que l'État aujourd'hui est en train de reprendre pied dans cette région, que les forces de défense et de sécurité sont en train de reprendre pied dans cette région. Et un autre chef aussi a été neutralisé avant celui-là, c'est un certain Alouane qui a été frappé cette fois-ci au nord de Menaka et avec une frappe de drone. Et tout ça, ces trois opérations montrent en réalité qu'aujourd'hui l'armée malienne a des nouvelles capacités qui lui permettent non seulement de mener des frappes de drones contre des cibles bien déterminées, de faire des opérations aéroterrestres qui permettent de mener des opérations contre des gens comme Abdul Wahab dans leur village. Et il ne s'attendait absolument pas à grand-chose. Il est surpris, il est frappé, lui et ses lieutenants. Et la dernière opération, c'est celle-là, terrestre, combinée avec l'armée de l'air, pour aller neutraliser Hugo. Donc tout cela, en réalité, prouve aujourd'hui que l'armée malienne a franchi un cap extrêmement important. Ce qui fait qu'il peut frapper partout les ennemis de la nation. On va parler de... Mon colonel, est-ce que dans la progression, les troupes ont déjoué des embuscades, est-ce qu'il y a eu des échanges de tirs, est-ce qu'il y a eu des combats lourds au cours de cette opération? Bien sûr, quand un tel leader terroriste vient d'être tué, ça c'est évident qu'on ne peut pas l'atteindre comme ça très facilement. Et quand on regarde la vidéo, ça a été dit. Effectivement, nos hommes, ils ont eu à neutraliser, ou bien à franchir des embuscades et pour pouvoir les neutraliser. Donc, il n'a pas été neutralisé de façon très simple, mais vraiment c'était une opération tellement organisée. Il y a eu de la planifié. Il y a eu de la résistance, bien sûr, mais tellement c'était bien planifié avec les renseignements bien. Donc, on était à l'aise. On était vraiment à l'aise dans cette opération. D'accord. Oui. Moussa Acharatoumane, généralement, quel est le mode opératoire de ces gens-là, de ces terroristes-là, dans ces zones difficiles? Comment ils opèrent? Vous savez, les terroristes, par définition, ce sont des gens qui essayent toujours de surprendre. C'est-à-dire qu'ils attaquent toujours avec l'effet de surprise. Et là, c'est eux qui ont été surpris par l'armée malienne. Exactement. C'est-à-dire qu'on a inversé les rôles. C'est qu'eux, ils faisaient avant. Maintenant, c'est la même chose que l'armée malienne est en train de le faire. Du coup, c'est les terroristes qui sont terrorisés. Exactement. Les terroristes sont terrorisés parce que tout simplement, ils se rendent compte qu'au fait, les FAMA viennent les frapper là où ils s'attendent le moins. Et de la manière vraiment la plus professionnelle. Parce que comme il le disait tout à l'heure, c'est que les sources qui me remontent du terrain, c'est que les FAMA sont venus de tous les côtés. Ils sont venus de la zone de l'Abzanga, de la zone d'Ansongo, de la zone de Menaka, ce qui fait que quand vous prenez cette zone-là, vous faites les opérations des FAMA sont venues de tous les côtés. Ce qui fait que les gars, ils étaient encerclés et finalement, c'était sauf-kippé. Et c'est ce qui a fait que, comme il l'a dit, il y a eu tous ces bons résultats. Je voulais aussi revenir sur le fait que moi, j'ai analysé les images de la mort de Hugo. Quand vous regardez les images de la mort de Hugo, vous allez voir qu'il n'y a pas de goutte de sang sur son corps. C'est extraordinaire. Mais je vais vous expliquer. L'État islamique, ce sont des gens qui prennent une drogue. Quand il la prend, ça te donne une sensation de confiance, ça te donne un optimisme, ça te donne une sensation de puissance surréaliste qui fait que les risques, tu les minimises par zéro. Et quand tu prends cette drogue-là aussi, on peut te mettre autant de balles que tu veux, il n'y aura aucune goutte de sang. Donc ce monsieur-là, malgré qu'on lui a mis des balles dans la tête, dans le ventre, dans le corps, il n'y a aucune goutte de sang, hormis un peu de sang qui sortait dans sa bouche-là. Donc ça aussi, ce sont des choses qu'il faudra désormais prendre en compte. Ce n'est pas nouveau, hein. Moi je dis toujours aux gens, ce qui se passe chez nous, ça a des explications ailleurs. Il suffit de regarder comment l'État islamique s'est comporté au Moyen-Orient entre la Syrie et l'Irak pour avoir cette explication. Et puis aussi, chez nous aujourd'hui, l'État islamique, ce n'est pas que dans la zone des trois frontières. Hein. Je sais que quand on parle de Nigeria, les gens pensent que c'est un peu loin. Mais aujourd'hui, les gens qui sont installés chez nous, ce sont les mêmes qu'aujourd'hui qui sont du côté du Nigeria. Ce qui fait qu'entre le Mali et le Nigeria, il y a le Niger, ils traversent toute cette zone-là. Et ils recrutent beaucoup dans
dans ces zones, dans ces pays et tout ça. Tout le nord du Nigeria, aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui sont présents là-bas. Vous avez souvent des attaques qui se font en Drambuka, en Inekar, en Menaka ou en Tsongo, et c'est mêlé par des gens qui ne parlent même pas français, qui parlent anglais. Donc c'est pour cela qu'il est extrêmement nécessaire, à ce qu'au-delà même des États du Sahel, que nos pays aussi essayent vraiment de pousser la coopération avec certains pays comme le Nigeria, comme la Libye aussi. Pourquoi la Libye? Parce que la plupart des armes qui sont utilisées aujourd'hui chez nous, comme vous le savez, depuis la crise libyenne, la Libye est devenue en réalité un magasin d'armement à ciel ouvert, et ces gens-là ont des liens jusqu'en Libye, ils ont des liens jusqu'au Moyen-Orient. Ce sont des choses qu'il ne faut absolument pas du tout négliger. Et puis être intransigeant sur tous ces gens-là à un moment donné, à cause de la non-présence de l'État ou bien la faiblesse de l'État, qui ont fait croire à nos communautés, à nos populations, que le Sali, c'est peut-être de s'allier ou d'avoir des accords avec des organisations comme Al-Qaïda ou comme Daesh. Je pense que l'État, dans tous ses démembrements, doit être intransigeant envers ce genre de personnes, parce qu'ils font partie aussi de ceux qui ont gangréné ce mal-là et qui